Le mois de novembre a été particulièrement humide dans la métropole. L'Isère a même atteint un niveau quasi historique. Avec quelles conséquences pour le territoire? Est-on bien protégé? Jean-Yves Porta, conseiller métropolitain risques naturels et technologiques, est l'invité du JT. À 88 ans, Yolande Barra continue de prodiguer ses conseils beauté aux Grenobloises et Grenoblois, figure de la vie locale, de Grand Place à la Rutière, en passant par la place de Metz. Elle a connu une vie rocambolesque, faite de haut et de bas, et lance aujourd'hui de nouveaux parfums. Petits joueurs, les brûleurs de loups n'ont eux que 60 ans, enfin plus ou moins. Passé, présent, futur, le club de hockey grenoblois a fêté son anniversaire dimanche avec quelques-uns de ses joueurs emblématiques. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 décembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un tiers des habitants de la métropole vivent en zone inondable. Le mois de novembre est venu leur rappeler à certains avec des précipitations hors normes entre plaine et montagne. La collectivité gère une partie du risque inondation. On va voir ça avec vous, Jean-Yves Porta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller métropolitain en charge des risques naturels et technologiques. Alors on parle là des risques naturels aujourd'hui. Vous reviendrez peut-être un jour pour les risques technologiques. On ne le souhaite pas, mais voilà. Est-ce que à ce sujet, vous pouvez peut-être commencer par nous parler du domaine de compétences de la métropole, parce qu'il y a les grands ruisseaux et les petites rivières. Oui, tout à fait. On a 700 km de cours d'eau au niveau de la métropole et une grande partie est gérée, les grandes rivières, par le CIMBI. Et la métropole va gérer plutôt les affluents de ces grandes rivières. Donc, on va dire des compétences partagées entre le CIMBI et la métropole. Ce qui s'est passé le 15 novembre sur l'Isère, là c'est une grande rivière mais qui a eu des conséquences pour la métropole. Ce qui s'est passé, c'était assez inédit, une hauteur d'eau presque jamais relevée. Oui, alors là on est sur une crue avec une cinétique un petit peu plus lente, donc on l'avait senti arriver. Donc des débits très importants, on a dépassé les 1000 mètres cubes secondes. Au lieu de combien ? Au lieu de, alors, on est plutôt dans les 100, 200. Ouais. Oui, en temps normal, c'est 10 fois moins, peut-être encore moins. Ça dépend aussi des périodes de sécheresse. Mais là, 1000 mètres cubes secondes, c'est une crue historique. Pour remonter dans le temps, on n'avait pas eu une crue aussi importante au niveau de Grenoble depuis 1859. Voilà, c'est l'Isère amont. Donc c'est l'Isère amont. Après, on a eu des crues un petit peu plus importantes vers les années 1948, je crois. Ouais, mais on n'était pas nés. Mais on était plutôt en aval de Grenoble. Alors, quelles conséquences pour la métropole? Quel rôle la métropole a joué sur ce secteur? Il y a la compétence voirie de la métropole et puis il y a d'autres choses? Alors, effectivement, les compétences... Alors, tout ce qui est de la sécurité des personnes, évidemment, c'est l'État qui gère avec les communes en lien avec leurs plans communaux de sauvegarde. La métropole, elle est en appui sur ses compétences. Elle est en appui sur la voirie, sur on va dire le relogement des gens du voyage, puisqu'on avait des gens du voyage sur le secteur des Sablons qui étaient dans une zone qui a été inondée. Il a fallu leur trouver une solution en lien, évidemment, avec monsieur le maire de la Tronche. Voilà, c'est clair que les compétences de la métro, tout le monde s'est télescopé un petit peu avec cet incident. Donc on l'a vu sur les images, il a fallu nettoyer la voie sur berge. Puis il a fallu recommencer. Alors oui, oui, la voie sur berge a été en cours de nettoyage. La métropole a engagé des travaux, je crois, à hauteur de 150 000 € pour nettoyer cette voie de Corato. Mais finalement, on a été repris par un nouveau phénomène. Alors là, cinétique beaucoup plus rapide. Là, c'est les affluents, on va dire, de l'Isère qui se sont mis en charge, et aussi l'Isère qui a redébordé à nouveau. Mais on était beaucoup plus inquiets par les affluents et notamment le Doménon. Oui, on va voir quelques images d'une intervention. C'est quoi ces gros tuyaux ? Alors, ces gros tuyaux, c'était un chantier qui était en amont et le Doménon étant monté en charge, a embarqué ces tuyaux dans son lit. Il a fallu aller à la pêche ? Pardon ? Il a fallu aller à la pêche ? Il a fallu aller à la pêche. Non, ils sont coincés sous un pont au niveau de Domaine et ont obstrué le pont d'ailleurs. Donc, les services sont intervenus pour débloquer ce pont pour éviter des inondations sur ce secteur. On était aussi inquiets sur un secteur du Sonant et notamment la plage de dépôt du Sonant,
puisque le Saunan a son exutoire qui est complètement busé, qui passe sous les bâtiments de la CEMITAG et le domaine universitaire. Et si jamais on n'arrive plus à passer, on va dire, le débit d'une crue décennale, on a des débordements qui vont sur Saint-Martin-d'Air et voire ça pourrait même aller jusqu'au stade des Alpes à Grenoble. On pourrait avoir les crampons dans l'eau. On pourrait avoir les crampons dans l'eau. Alors peut-être pas de risque pour les personnes, mais du risque pour les caves, les garages souterrains, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place? Je crois qu'il y a un équipement que vous avez installé à la Tronche il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, puis il a bien servi finalement. Alors oui, on a mis en place, et c'est avec le Simbi d'ailleurs, puisqu'on est sur l'Isère, donc on a mis en place une station de pompage donc, qui va pomper l'eau de la Chantourne. La Chantourne, c'est un cours d'eau qui descend pas très loin de l'hôpital du CHU. Et qui arrive, et lorsque l'Isère est en charge, il arrive au-dessus du niveau de l'Isère et ne peut plus s'évacuer. Donc on a mis une station de pompage pour pomper cette eau et la renvoyer par-dessus dans l'Isère. Et cet ouvrage a fonctionné le 15 novembre lors de la crue de l'Isère. Parce que vous profitez des périodes sèches pour effectuer des travaux, pour éviter ce genre d'inondation. Vous parliez tout à l'heure du Saunan du Riage. Il y avait des travaux qui ont été faits et ça... Oui, alors les travaux du Saunan sont encore en cours. Voilà, c'est long. Ils ne sont pas terminés. Donc, c'était le coup d'envoi des travaux. On profite des périodes les plus favorables pour le faire, mais des fois, on est rattrapé par les intempéries. Alors, il y a des digues. Ces digues, elles sont surveillées. On peut dire aux habitants d'avoir confiance. Alors oui, les digues, on a 120 km de digues, donc 90 km gérés par le Simbi, 30 km gérés par la métropole. Elles sont effectivement surveillées, puis on doit rendre des comptes de toute façon au service de l'État sur ces digues. Les épisodes de pluie comme ceux qu'on vient de voir risquent d'être de plus en plus fréquents. C'est une des conséquences du réchauffement climatique. Comment la métropole s'y prépare ? Oui, tout à fait. C'est des épisodes qu'on a vécu sur les 3 dernières années. Vous vous rappelez du 29 décembre 2021, où on a une centaine de secteurs sur la métropole qui sont touchés. Saint-Hilaire-du-Touvet, c'était pas la métropole, mais c'était un des secteurs les plus touchés. On est à côté. Alors, c'est des épisodes avec les températures qui font des yo-yo. Donc, on a des chutes de neige. Derrière, on a des épisodes de redoux, de la pluie sur ces chutes de neige avec de la fonte. Donc, forcément, des niveaux d'eau qui montent sur les rivières et les affluents. Et ça, on l'a de plus en plus. Là, ça fait 3 ans. Les dernières, c'était mi-décembre. Et là, mi-novembre et début décembre, on a encore un phénomène de ce type-là. Donc comment vous amplifiez, comment la métropole souhaite la métropole s'y prépare et elle finance des programmes de recherche, notamment avec les universitaires, pour voir comment ces phénomènes arrivent, pour essayer d'anticiper ces phénomènes, se préparer on se prépare aussi à la gestion de crise avec nos plans communaux de sauvegarde. Donc chaque commune a un plan communal de sauvegarde. La métropole s'assure et les services de l'État s'assurent que ces plans communaux de sauvegarde sont à jour. Et puis elle a un rôle de coordination de ces plans communaux de sauvegarde, puisque la loi Matras, depuis novembre 2021, impose à toute intercommunalité qui a un PCS de faire un PICS. C'est des plans, des trucs avec... Alors c'est un plan... C'est des acronymes un peu barbares pour nous, mais en tout cas, c'est pour que tout le monde soit coordonné le jour où ça se passe mal. Alors c'est pour que la métropole ait un rôle de coordination, sachant que la responsabilité reste toujours dans les mains du maire, et puis si ça dépasse les frontières communales, dans les mains du préfet. Mais la métropole a un rôle de coordination, et notamment au niveau des compétences qui lui incombent. Merci beaucoup, Jean-Yves Porta, pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Elle est là, ce week-end. La neige a remplacé la pluie et a bien blanchi nos massifs avec une 40aine de centimètres tombés dans le week-end et quelques-uns supplémentaires. Ce lundi, Champs-Rousse annonce une ouverture anticipée de sa saison ce mercredi à 9h15 au lieu du samedi 9 décembre. La station de Beldon ouvrira une partie de son domaine alpin, mais aussi nordique. Le détail des pistes ouvertes et le prix des forfaits seront communiqués par l'Office du tourisme dans la journée de mardi.
Une semaine après le meurtre de ses parents dans leur maison à Châteauvillain, près de Bourgoin-Jallieu, Valentin a été transféré au palais de justice de Grenoble et présenté à un juge d'instruction ce lundi après-midi en cavale et arrêté samedi à Montpellier. L'adolescent de 15 ans a avoué avoir tiré plusieurs coups de carabine contre sa mère puis son père avant d'incendier la maison familiale. Il s'était ensuite enfui avec la voiture des parents retrouvée accidentée dans la Drôme. Une cagnotte Litchi a été ouverte pour aider les autres enfants du couple. Plusieurs centaines de personnes, 550 selon la police, ont manifesté samedi dans le centre-ville de Grenoble pour demander la fin des bombardements israéliens sur Gaza, territoire palestinien. Une manifestation à l'appel du collectif Palestine Grenoble qui regroupe 43 associations ou mouvements syndicaux ou politiques. Les manifestants qui ont déployé un drapeau géant aux couleurs des territoires palestiniens appellent aussi à la levée du blocus et à la fin de l'occupation en Cisjordanie. Sous la pluie et le vent, ils ont marché jusqu'à la préfecture, place de Verdun. Un autre rassemblement est prévu samedi prochain. Pour se réchauffer un peu, on peut toujours conseiller aux manifestants le bouti-thérapie, un outil de revendication politique pour s'affirmer tel que l'on est, assumer son histoire, libérer ses émotions dans un espace sain et safe selon Europe Écologie Les Verts. La séance se déroulait samedi lors du premier meeting de la tête de liste aux élections européennes, Marie Toussaint. Elle est au tout premier rang, on va la voir se déhancher aux côtés notamment du maire de Grenoble, Éric Piolle, ou encore de la présidente du parti, Marie Tondelier, et du sénateur Yannick Jadot. Ambiance. Pas sûr que le bouti soit le secret de sa forme, et pourtant à 88 ans, elle pourrait en impressionner plus d'un. Yolande Barra possède une petite boutique place de Metz à Grenoble. Parfums, cosmétiques, soins, vous y trouverez des tas d'idées de cadeaux, mais aussi de belles histoires. Camille Avon l'a rencontrée. À 88 ans, elle a vécu 1001 vies. C'est dans cet institut à Grenoble que Yolande Barra gère désormais son entreprise. Mais avant d'en arriver là, le chemin est long. À ses 39 ans, alors qu'elle est mère au foyer, elle décide de se lancer dans la parfumerie de luxe à Modane, sa ville d'origine, un domaine où elle n'avait aucune connaissance à l'époque. Mais pour Yolande, ce défi ne lui fait pas peur. Alors elle décide d'aller toquer chez Dior et chez Yves Saint Laurent pour qu'elle devienne une de leurs revendeuses de parfums. J'ai ouvert avec Dior, Ritz et Saint Laurent. Et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir ma première parfumerie sélective. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, son affaire marche et on lui propose un poste de directrice à Grenoble. Alors, elle déménage et commence à gérer 3 affaires à elle seule. Mais un événement vient tout gâcher quand un de ses collaborateurs lui fait signer un contrat déguisé, lui permettant de racheter tous ses instituts pour un franc symbolique. Yolande perd tout, mais ne se laisse pas abattre et elle décide de lancer sa propre gamme de cosmétiques à son nom, avec un logo qui semble, pour Yves Saint Laurent, trop ressemblant. J'ai été convoquée par lettre, par courrier, à Paris, chez Yves Saint Laurent, pour discuter un petit peu de mon logo. Quand je sonne, le représentant vient ouvrir la porte et me dit « Mais tu es arrivée toute seule ?» Je lui dis « Pourquoi ?» Eh bien, parce qu'ils sont tous là, ils vont te dévorer. Oh ben, je lui dis « Je suis dur à manger. Hein. » Je lui dis « Alors, t'inquiète pas, je suis dur à manger. » Il ouvre la porte et là, dans une grande salle toute vide, le directeur France, le directeur international, 2 avocats, et le représentant. Et là, le fou rire me prend, parce que je vois, mais je dis, attends, ils sont tous là, l'air sérieux, pour une histoire, pour ma petite histoire à moi. Au final, Yolande conserve son logo. À cause du Covid et de l'inflation, elle a dû trouver un moyen d'arrondir les fins de mois. Alors, elle a eu l'idée de lancer son propre parfum. Et comme Yolande fait toujours les choses en grand, elle en a créé 2, le 88 et le renversant, un projet à l'image de cet octogénaire selon ses amis. Entreprendre ce projet qui va être une réussite certainement, je trouve ça fantastique. Ce projet de parfum, c'est une folie, mais elle est capable de plein de folies. Et de la folie, Yolande en déborde et compte en déborder encore un bout de temps. Et pour continuer à entretenir son corps et son esprit, un peu de sport avec les résultats du week-end et le joli carton de l'équipe de France de snowboard cross aux Deux Alpes qui remporte le team event samedi, l'épreuve par équipe avec Loane Bozzolo et Chloé Trespoche. La Française allait s'adjuger aussi l'épreuve individuelle le lendemain. Le GF38 a frôlé l'exploit de battre le leader Laval en 16e journée de Ligue 2. On se contente d'un match nul 1 partout. Les Grenoblois descendent à la 4e place du classement. Et puis les
Brûleurs de Loup retrouvent la victoire après leur court échec à Nice vendredi dernier. Dimanche à domicile contre Cergy, les hockeyeurs grenoblois se sont assez facilement imposés 5-2 sous les applaudissements des habitués de Pôle Sud et de plus anciennes connaissances. Le club fête cette année ses 60 ans. Il avait convié ceux qui ont construit la légende des Brûleurs depuis 1963. Un peu plus de 120 joueurs se sont rappelés aux bons souvenirs des fidèles de Clémenceau jusqu'à nos jours, des fleurons de l'équipe de France en 68, aux champions de France en 2022. Tous ont rendu hommage au bâtisseur, Pete La Liberté, représenté par sa famille, avant de partager leurs souvenirs avec les supporters. C'est important, l'histoire c'est notre patrimoine, donc il faut absolument conserver ces valeurs et j'espère que le club va continuer dans cette dynamique et on sera prêt à fêter les 70 ans. C'est très émouvant d'être là et de voir que le hockey à Grenoble s'est formidablement développé depuis 60 ans. On fait partie des rares joueurs à avoir joué et à la Halle Clémenceau et à Pôle Sud. C'est ça. C'est un club formidable, 60 ans d'histoire, de belles histoires et c'est une famille et c'est vrai et aujourd'hui c'était vraiment une famille. Pour voir autant d'anciens joueurs venir fêter ça, c'est que c'est vraiment une famille. Et peut-être devant ce supporter de toujours et de France Info, les Brûleurs retrouvent demain mardi à Rouen, une semaine après avoir éliminé les Dragons de Coupe de France. Ils retrouvent donc Rouen. Les Brûleurs tenteront de faire aussi bien sur ce match de Ligue Magnus. La dernière fois que le Palais des Sports de Grenoble a accueilli une patinoire, c'était en 2018. C'est en revanche le lieu qui accueille le Festival international du cirque. Le palmarès de cette 21e édition a été rendu samedi soir. L'étoile d'or a été remise à la contorsionniste Valeria Davidenko par le président du jury Jean-Pierre Foucault, le juré Martin Fourcade et l'organisateur Guy Chanal. Également récompensé cette année les Tanzaniens Ramadani Brothers pour un spectaculaire main à main, le duo brésilien de one-to-one de suspension par les cheveux ou la tangente du bras tendu des trapézistes volants français. En tout, 12 prix ont été remis cette année et on se dit bien sûr rendez-vous en 2024. Dans l'agenda culturel, Mamie Jotex, un duo sonique et onirique à découvrir mardi soir au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas à Grenoble. Gourmandes d'influences multiples, Camille et Carmen jouent du saxophone, de la flûte et de la voix pour jongler avec les chants traditionnels du monde. Pour finir la soirée, Mamie Jotex accueillera sur scène des élèves du Conservatoire de Grenoble pour un final joyeux et un peu fou, résultat des ateliers menés ensemble. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec une autre musique, celle de La Davina, qui sera en concert mardi soir à la Rampe à Échirol. Un duo franco-arménien qui réinvente la pop des Balkans. Il mêle folk, maloya, jazz et reggae. Excellente soirée à tous.